c'est crochet, 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 percute, percute, crochet, 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 hop, 22. Alors là, par exemple, c'est au corps, à la face, au foie, par exemple, tu vois. Alors si je dis bordel, j'ai le droit. Bam. Alors là, par exemple, c'est bras arrière, bras arrière, bras arrière, bras arrière, bras avant. Tu parlais tout à l'heure du virus et la peur qui a permis aux politiques actuelles de se mettre en place, et on verra bien jusqu'à quand. Mon prochain bouquin, il est sur comment on gère ses propres peurs et la peur en général. Et donc, je veux avoir ton avis. Je l'utiliserai peut-être pas pour cette vidéo-ci, mais peut-être ce sera autre chose. Comment parce que tu as subi des procès, des attaques physiques, etc. Il y a un moment où on flippe, il y a un moment où on a peur, il y a un moment où c'est humain, c'est normal. À quelqu'un qui dit qu'il n'a pas peur, ment. Il ment. Et le problème, c'est pas la peur, c'est surmonter la peur. Voilà. C'était la question. Toi, c'est quoi ta technique, c'est quoi ta manière de faire? Alors c'est peut-être une question un peu plus personnelle comme ça, mais comment tu gères cette peur, ce stress, plus la peur que le stress d'ailleurs? Là, je vais prendre la comparaison avec la boxe. La question fondamentale de la boxe, c'est la peur, parce que tu prends des coups dans la gueule. C'est comme un tennisman avec une raquette, mais les raquettes, c'est directement dans la gueule. Comment tu arrives à surmonter la peur qui est terrifiante au départ? Quand tu rentres la première fois sur un ring, tu penses que tu vas mourir, tu vois, parce que Mike Tyson est en face de toi, tu vois. Et comment tu surmontes tout ça? Par le travail et la technique. Toujours pareil, tu vois, le travail et la technique. C'est-à-dire que quand tu découpes en tranches, si tu veux, et en petite hiérarchie causale, un monstre, il devient moins monstrueux. C'est pareil quand tu ouvres le capot d'une bagnole et tu vois un moteur, ton moteur qui est en panne, te saute à la gueule une espèce de complexité incompréhensible. Et puis à un moment, quand tu commences à t'intéresser à la mécanique, il dit tiens, là il y a un carburateur, là il y a le faisceau électrique, là il y a des pistons, là il y a un vilebrequin, tu vois ce que je veux dire? Et tu as de moins en moins peur parce que tu accèdes à une construction avec des éléments qui chacun sont des petits éléments, donc qui ont moins de puissance néfaste ou de puissance intrinsèque en eux, puisqu'en fait la puissance c'est la globalité. Et en fait c'est un peu toujours comme ça. Quand à un moment donné je me prends violemment une attaque politique dans la gueule, eh ben c'est d'abord d'un premier temps tu as peur parce que tu te fais agresser et puis tu as une puissance bien supérieure à la tienne. Et après tu te dis je vais d'abord essayer de comprendre, donc travail de compréhension, et comprendre c'est toujours découper en petits morceaux, tu vois ce que je veux dire? Hiérarchiser, décortiquer. Et dès lors que tu décortiques en te disant bon ben là il y a le siège, là il y a le parquet, ça c'est politique, ça c'est un peu moins politique, tu vois, je peux l'appliquer à n'importe quoi, et que tu commences à démonter le truc comme tu démontes quand t'es gamin un réveil, tu vois, et tu dis, et ben d'un seul coup c'est beaucoup moins angoissant. Ce qui est angoissant c'est le truc monstrueux et total, tu vois, qui au départ tu le prends comme une totalité, et une totalité avec une énorme capacité d'impact. Mais quand tu le décortiques, alors pareil pour un boxeur, tu tiens ce boxeur il est vachement bon, parce qu'il a très bons appuis et qu'il transmet bien l'énergie. Mais par contre, si je le colle et qu'il ne peut pas déplier ses bras et que je l'oblige à reculer, dès lors qu'il est, par exemple, en corps à corps et en marche arrière, il est beaucoup moins efficace. Mais parce que tu as réussi à voir comment était sa mécanique d'efficacité. Et tu te dis donc, plutôt que d'être dans l'angoisse, et là, bon, c'est la borie, tu sais, dans l'angoisse, c'est-à-dire que l'angoisse t'immobilise. Ça crée l'apnée au niveau de la respiration et ça crée l'animal dans les phares de bagnole. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu fais « Oh !» et là, tu es livré à la violence de l'autre. Mais si, par un travail que tu as fait, tu continues à analyser, à décortiquer, etc., la violence d'un seul coup devient beaucoup plus diffuse puisqu'elle est répartie, et ton cerveau continue à travailler. Qu'est-ce que je dois faire pour? Et tu trouves des solutions. Et quand tu trouves des solutions qui sont partielles, d'un seul coup, ça rééquilibre un peu, et tu sors de ce truc violence, terreur, et en face angoisse. Tu vois ce que je veux dire? Violence, angoisse, c'est, tu vois ce que je veux dire? C'est la soumission totale. Et effectivement, il y a un moment critique où tu dois effectivement sortir de cette angoisse qui t'immobilise. Ben ça, c'est ce que tu vois dans l'étude de Laborie sur l'angoisse. L'angoisse, c'est ce qui te paralyse. Et tu es angoissé parce que tu ne peux plus avancer. Et la chose la plus terrifiante dans l'humain, c'est quand il est bloqué. Tu sais, c'est l'idée, tu avances dans un tunnel, puis à un moment donné, tu es coincé là, et puis là, tu sens que c'est la mort. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut t'arriver en plongée sous-marine. D'ailleurs, quand tu regardes les tests que font les mecs du GIGN, tu as vu, ils les font avancer dans un tube, puis à un moment donné, ça coince parce que tu as ta propre masse corporelle. Et tu dois surmonter ton angoisse, réfléchir comment continuer à avancer ou comment pouvoir reculer. Et sinon, c'est que tu te mets à hurler, à pleurer,
et tu as un vrai problème d'oxygénation, Mhm. le cerveau déconnecte, et là, et c'est pareil, la noyade, tu vois, tu peux trouver tous les exemples. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu veux sauver un mec en train de se noyer, tu arrives par derrière, tu l'assommes d'abord et tu le prends. Sinon, il te noie avec lui, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, qu'est-ce que c'est que d'apprendre à nager? Quand tu jettes un mec qui ne sait pas nager dans l'eau, il est terrorisé par un élément qui le domine, parce qu'en fait, il ne flotte pas, il croit qu'il ne flotte pas, et il coule et il se noie. Alors que tu as vu que quand tu apprends à nager, après cet élément-là, c'est même un élément de bonheur et de jouissance, tu vois ce que je veux dire? Et bien c'est toujours le même truc, l'apprentissage, où tu passes de l'angoisse à la maîtrise par l'acquisition d'une technique qui est toujours arrivée par un travail qui peut être totalement concret, c'est le professeur qui te montre comment il faut faire, ou un travail beaucoup plus abstrait, ton cerveau, qui décortique une totalité en ses éléments constitutifs. Et les éléments constitutifs ont une charge de violence bien plus faible que cette totalité, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et que ce soit la natation, la boxe, un moteur en panne d'une bagnole, ou la puissance du CRIF, tu vois, en France, eh ben, tu dois produire toujours ce même travail qui te sort de l'angoisse par la compréhension, et qui te donne des solutions de survie. Moi, on m'a dit, Alain, tu t'attaques à ce lobby tout puissant, c'était en 2003-2004, tu vas crever. On n'arrête pas un TGV avec C'est le mon bras. premier email que je t'ai envoyé. J'ai J'avais tout dit, entendu. On est en 2021, je suis toujours vivant. Bon, par contre, il a fallu mener un combat. Et je vais te dire un truc, je suis beaucoup plus puissant socialement, symboliquement et même économiquement que je l'étais en 2003, avant mes ennuis. Alors que les autres m'ont promis quoi, la ruine et la disparition. La ruine économique et la disparition sociale par tous les moyens. En réalité, je suis beaucoup plus connu et beaucoup plus riche que je ne l'étais avant de mener ce combat. Mais par contre, je ne dis pas qu'il a fallu de l'énergie, de la technique. Il y a eu des moments de souffrance, parce que le sentiment d'injustice est une des choses les plus douloureuses qui existent. Mais c'est pareil, quand tu expliques le pourquoi de l'injustice, quand tu expliques, tu sors de l'angoisse. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, ce bouquin, comme d'autres, tout le travail qu'on fait sur le Covid, là, tu as un sentiment, les gens ont un sentiment d'absurdité, c'est-à-dire d'un seul coup, les virus se sont abattus sur le monde, comme dans certains films dystopiques, tu sais, qui ont été faits d'ailleurs à Hollywood il y a quelques années, tu sais, où la Terre est attaquée par des extraterrestres. Un peu le virus, c'est la métaphore de l'extraterrestre qui attaque l'humanité, et l'humanité ne sait pas comment se défendre, elle est en panique, on a bloqué l'économie, enfin, t'as vu, c'est exactement comme un film de science-fiction dystopique. Et puis nous, ce qu'on amène, c'est comprenons ce que c'est que le virus, comprenons ce que c'est que l'homme et sa relation au virus depuis la nuit des temps, comprenons ce que la médecine apporte comme compréhension, et avec ça, eh ben, tu sors de l'angoisse et du sentiment d'impuissance, tu te libères d'un discours de mensonge, effectivement, que tu remets à sa place, et tu commences à trouver des stratégies déjà individuelles et de survie à minima dans ce monde qui t'est imposé. Comment mettre le masque le moins possible, machin. Tu sais déjà que le masque ne sert à rien, donc déjà tu le portes pour ne pas avoir de PV, mais c'est pas pareil que de le porter, terroriser, etc. Tu sais que si tu veux pas choper le Covid, il faut que tu sois en bonne santé physique et morale, donc tu sais que tu vas sortir dehors, prendre le soleil, bien respirer, prendre de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc, du magnésium, enfin ce qu'on vend d'ailleurs nous, tu as vu, j'ai même un site où je vends tout ça, et moi je fais tout ça, et je suis persuadé, je touche du bois, que le Covid n'est pas pour moi, tu vois, alors qu'il y a des gens qui l'attrapent, certainement, bien sûr. Voilà. Je l'ai eu. De toute façon, si tu l'as, t'es malade une semaine. Hein. Ouais, j'étais malade d'une demi-journée. Ouais, voilà. Moi, je l'ai peut-être eu sans même le savoir, tu vois. Sûrement. Voilà. Et donc, voilà. Le mot qui revient toujours, c'est quoi? C'est travail. Le travail, avec ce quand même truc que nous avons d'humain, c'est cette capacité d'analyse et de synthèse, c'est-à-dire cette capacité de comprendre le monde dans lequel on est, de comprendre le monde que l'homme produit, parce que c'est le monde naturel, et c'est aussi le monde historique, le monde des artefacts. Et l'air de rien, moi, toute ma vie, comme j'étais un être fragile, c'est-à-dire l'homme est l'animal le plus fragile de tous les hommes, mais il a cette capacité, fonction symbolique et langage, qui lui permet de produire des artefacts qui peuvent être des abstractions ou des objets, le silex biface, et puis la compréhension la découverte du feu, tu vois. Et puis petit à petit, on surmonte les animaux, tu vois, on surmonte le climat, en fabriquant les vêtements. Tout ça, je m'amuse à en parler dans le livre sur ce que c'est justement que le génie de l'homme vient de sa prématuration, c'est-à-dire de sa fragilité même. C'est parce qu'il est un prématuré qu'il peut devenir un génie cognitif. Je l'explique dans le livre. C'est des pensées qui ne viennent pas de moi, mais elles ont été vachement oubliées, tu vois. Voilà, le lien entre prématuration et génie humain, c'est des pensées qui ont été produites et qui se sont perdues. N'oublie pas ça. Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence occidentale qui a été perdue, non transmise, tu vois. Et dans ce livre, je donne une liste, tu as vu, une bibliographie
d'auteurs à découvrir, dans lesquels il y a énormément à découvrir, et qui sont parfois des auteurs des années 50, 60, tu vois. Et il y a un trou qui s'est produit à partir de mai 68, l'anti-Oedipe, l'idéologie du désir, ce que les gens appellent le marxisme culturel, qui est en fait le freudo-marxisme, c'est-à-dire la destruction du sérieux du marxisme par une mauvaise lecture du freudisme, hein, c'est l'anti-Oedipe, tu vois, parce qu'il peut y avoir une lecture sérieuse du freudisme, c'est-à-dire c'est l'Oedipe et le surmoi, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est-à-dire comment l'Oedipe, d'accord, ça existe peut-être, tu vois, cette pulsion originelle mauvaise, d'une certaine manière, les stades, syndicanales, tout ce que tu veux, mais derrière l'intégration de la loi par le surmoi, et notamment la loi du père, tu vois, pourquoi disparition du père? Tu as vu que tu peux tout articuler, destruction du père, de la personnalité autoritaire, apologie du désir et de la pulsion consommante, tu vois, et derrière, tu fais un être totalement fragile par rapport au système capitaliste, tu vois, qui ne peut être qu'un consommateur dépressif, tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est dans le livre, si tu veux articuler, tu vois, voilà. Et tout ça, c'est des armes de résistance. Bon, tu t'en proposes, toi, d'autres qui sont plus concrètes, mais d'ailleurs, il faut combiner les deux, hein, parce que si un survivaliste sans un survivaliste de l'esprit, il n'a pas compris grand-chose, hein, il va juste, je sais pas quoi, faire un stock de conserves dans sa cave, ça va pas suffire, surtout s'il croit au Covid, tu vois ce que je veux dire. Première chose déjà, c'est de remettre le virus à sa place, tu vois ce que je veux dire, le remettre à sa place. Alors justement, ça fait 10 ans qu'on avait fait ces conférences à Au Nantes Québec. et au Québec, qui étaient fort sympathiques. La situation a beaucoup avancé. Nous sommes dans une tyrannie globale de plus en plus effective, de plus en plus aboutie, du moins en Occident. Oui, Parce que dans le reste du monde, ça oui, va. on ne nous dit pas ce qui se passe à Astana. Oui, Moi, ça va bien. par exemple, j'ai découvert que la principauté d'Andorre n'appliquait aucune des règles de l'OMS. Ni l'Égypte, ni l'Afrique. Au en Japon, général, il semble que les gens n'ont rien à foutre. Exactement. On ne nous montre pas, hein. Et puis la moitié des États-Unis, comme par hasard, Ouais. les États trumpiens ont décidé Ils de ne sont- pas marcher dans la combine. Hein. Comment tu vois mon travail, le survivalisme, depuis une dizaine d'années et éventuellement dans ces prochains temps qui, tu arrives, ça pour ça, on est parfaitement d'accord. Les tensions sont en train d'arriver à un moment de paroxysme qui vont amener, toi tu parles de révolte des nations. Il y a aussi l'hyperviolence horizontale, hein, parce que malheureusement, la révolte des nations, c'est si on arrive par une intelligence politique à mettre cette énergie horizontale et chaotique dans la bonne direction pour faire une révolution. Je pense qu'on ne pourra pas, si on veut changer les choses, ça passera par une révolution, que cette révolution sera antimondialiste, évidemment, hein, tout en comprenant ce que c'est que la mondialisation. Je fais bien la différence, d'ailleurs, de comprendre l'Empire entre mondialisme et mondialisation. Hein. Tout à fait. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. La mondialisation, c'est inéluctable, et c'est même bénéfique. C'est la circulation de l'information, la capacité des échanges, la connaissance du monde au-delà de ton chef-lieu de canton, comme c'était il y a un siècle et demi. Mais le mondialisme, c'est autre chose. C'est la négation de la différence, la destruction des frontières, pour le profit de quelques-uns et la souffrance de tous les autres. Hein. Voilà. Et moi, je te dis, je creuse mon propre sillon, c'est mon truc. Moi, j'attaque pas les autres, comme d'ailleurs je t'ai jamais attaqué, quand ils me font pas chier. Malheureusement, il y en a souvent qui viennent m'emmerder. J'ai pas de raison de le faire. On pourrait parler de tous les gens de la dissidence qui, malheureusement, se sont pas très bien comportés, parce qu'ils n'ont pas vu dans la dissidence que moi j'y ai vu une armée de Spartacus pour lutter contre l'oligarchie, mais un moyen de réussite personnelle en passant par Internet, c'est-à-dire le YouTubage, tu vois. Moi, je suis pas un YouTuber, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment donné, c'est passé par YouTube, mais il faut pas s'arrêter là. Donc moi, j'ai tendu la main à beaucoup de gens qui souvent m'ont poignardé dans le dos parce qu'on leur a imposé ça. Je sais que souvent ils ont été démarchés, on leur a dit si tu veux continuer à faire ton numéro, tu flingues Soral, sinon tu auras les mêmes punitions que lui. Il y a les gens qui me l'ont raconté, c'est ceux qui ont refusé, et puis ceux qui ne me l'ont pas raconté, c'est ceux qui ont accepté. Ah mais moi ça m'est arrivé. Oui, je sais, puis il y en a d'autres qui me l'ont raconté. Donc moi, je continue à avancer. Je laisse les gens, chacun fait ce qu'il peut parce que la vie n'est pas facile. Je regarde les gens qui franchissent les limites qu'il ne faudrait pas franchir. Alors, tu sais très bien pourquoi à un moment donné, je m'en suis pris à Conversano. Parce que d'abord, c'est un mec qui vient de chez moi, qui vient de chez Dieudonné. Donc, j'aime pas à un moment donné qu'il disparaît, puis d'un seul coup, il passe de l'autre côté, on ne sait pas pourquoi. Et puis, à un moment donné, je vois très bien qu'il décide de dire tiens, je vais m'attaquer à Soral parce que s'attaquer à Soral, c'est essayer de lui piquer son business. C'est-à-dire que les mecs voient dans Soral le pognon et les gonzesses. C'est ça qui est tragique. C'est que nous, on s'engage, enfin, nous, en tout cas, moi, je m'engage dans un combat de haute volée.
Et les gens disent, tiens, Soral, il a fait du pognon et il tire des gonzesses. Et en fait, tout ce qui les intéresse, c'est si on pique le business à Soral en essayant de lui nuire, on va récupérer son business et on va tirer des gonzesses. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas une... Tu vois, pour ne pas parler que de Conversano, j'avais dit à un moment donné, quand j'ai subi un procès au Front National par Louis Alliot, j'avais répondu, Louis Alliot, moi ce que je veux c'est sauver la France, et lui il veut devenir maire de Perpignan. Je l'ai dit, quand il m'a fait condamner à l'époque, et il est devenu maire de Perpignan. Je veux dire, en réalité c'est comme au football, moi je joue si tu veux, en Champions League, tu vois, en réalité, au niveau du combat d'idées, je joue en Champions League, et lui il joue en 5e division, quoi, je veux dire, et le problème c'est qu'un mec qui joue en 5e division, dans le sport, à la limite, il respecte, tu vois, le mec qui respecte Zidane, parce que c'est concret, tu vois ce que je veux dire. Mais le problème dans la philosophie et les idées, c'est qu'il n'y a que Dieu qui sait, tu vois, il n'y a pas d'arbitre. Et donc, les mecs, en général, ce que ça produit, c'est de la jalousie, tu vois. Moi, je me suis rendu compte que j'ai généré beaucoup de jalousie et de méchanceté. Alors, je suis plutôt un mec sympa, tu pourras peut-être le confirmer. Je suis vraiment un mec drôle, un mec assez gentil, assez drôle dans la vie quotidienne. Mais en fait, il y a un truc que j'ai mis beaucoup de temps à identifier, c'est que quand tu brilles, tu éblouis les gens, et qu'en fait, ça génère beaucoup de jalousie. Surtout en France. Oui, la jalousie est un des trucs qui nous pourrit la vie, notamment. Et dans la dissidence, j'ai subi une énorme jalousie, parce que je suis brillant, parce que je suis beau mec, parce que machin, etc., parce qu'ils sont des réalités objectives, voilà. Modeste en plus. Non, mais je veux dire, les modestes ont souvent raison de l'être, et en général, c'est les hypocrites. Moi, je sais qui je suis, il n'y a pas de problème. Et puis d'ailleurs, c'est confirmé, excuse-moi. J'ai écrit Comprendre l'Empire, j'en ai vendu 120 000, c'est traduit, préfacé par Douguin, tu vois ce que je veux dire, Conversano ou je sais pas qui. Il a été préfacé par moi. Ouais, d'accord. Voilà. Non, mais je veux dire, moi Elle était bien ma préface, il faudrait que tu la lises une fois. Dans le monde tel qu'il est, un mec qui arrive à monter une petite PME pour survivre, j'ai rien contre. Mais il ne faut pas qu'il vienne me faire chier. Toi, c'est normal. Tout. Donc, tu vois, moi, j'ai jamais eu de problème avec Delavier parce que d'abord, on se connaît depuis longtemps. Je trouve que le mec a du charme. Il maîtrise un domaine qui est les muscles, tu vois. Ouais. Il a continué le travail de Duchesne de Boulogne, qui était le spécialiste français de l'anatomie et de l'anatomie dynamique. Et moi, j'aime les mecs qui maîtrisent quelque chose. Après, bon, il a voulu faire un peu autre chose. Il est dans un autre pays. Ça ne me vient pas à l'idée d'aller faire chier Delavier. Tu vois ce que je veux dire? C'est un pote, quand je le croise, on se croise plus depuis longtemps, mais on va dîner ensemble. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est des types à qui j'ai tendu la main, que j'ai aidé, que j'ai même parfois édité, tu vois. D'un seul coup, ils font une vidéo pour me chier dessus, alors que j'ai en plus plein d'emmerdes déjà naturellement. Et je me dis, pourquoi le mec fait ça? Et c'est vrai que là, je suis un peu teigneux, tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, je te dis, sur ton travail, je veux dire très simplement, ce que j'ai toujours dit aux autres, même moi quand tu m'as invité, ils m'ont dit tu vas pas aller chez San Giorgio, ils donnent la parole à des mecs qui t'ont chié dessus, ce qui est vrai, je le sais très bien, t'inquiète pas que je vais les voir. J'ai dit ouais mais d'abord si j'y vais ça va faire chier plutôt les autres, tu vois, et en plus moi je me sens pas du tout au niveau de ces gens-là, j'essaie pas de faire du proxénétisme dans les pays de l'Est dévastés par la révolution néolibérale, non mais... Ça, c'est du racontard. Ouais, d'accord, mais bon, je sais très bien. Je suis pas acteur porno non plus. Je pourrais, avec la taille de ma bite, je pourrais, largement, il n'y a pas de problème. Mais je peux faire mieux, et je fais mieux. Ça, et moi, ces mecs-là, au départ, me font marrer. Je me dis, je viens de la marginalité. J'ai toujours aimé les mecs qui essaient d'échapper au salariat et d'échapper à ce qu'on appelle au monde des normaux. Moi, quand j'étais jeune, on appelait les autres les normaux, c'est-à-dire les gens qui passent le bac, ce que j'ai jamais passé, qui obtiennent un diplôme après pour intégrer le monde du salariat. J'ai toujours un respect, je dirais, profond, pour ça que j'aime bien Serge Ayoub, par exemple, pour les mecs qui ont essayé d'échapper à ce monde-là, parce que d'abord, c'est un chemin difficile, surtout quand tu vieillis, parce qu'à un moment donné, il y a le problème de l'éthologie, tu sais, le vieux lion, tu sais que les autres veulent bouffer, tu vois. Ouais. Surtout quand tu as existé un peu par ta virilité, etc. Il y a ce côté des vieux, ce qu'on appelle le cimetière des éléphants, tu vois. Et donc moi, j'ai une tendresse, parce que c'est le mot naturel, et qui s'explique par mon parcours de marginal, pour les marginaux qui essaient de s'en sortir en dehors du monde normal. Mais après, j'estime qu'il y a une chevalerie, tu vois ce que je veux dire, un respect. Toi, tu ne m'as jamais manqué de respect, tu ne m'as jamais chié dans les bottes, et donc, moi j'ai toujours dit, Pierrot est un type bien élevé. Voilà. Et puis en plus, on a vécu des petites choses ensemble, etc. Donc, je t'ai jamais attaqué, je crois. Jamais. Tu m'as jamais attaqué. Jamais. Et tu tentes quelque chose qui n'est pas évident, hein, c'est le business du survivalisme. Et je n'ai rien à en dire. Et en plus, je dis pas que c'est quelque chose d'aberrant, parce que vu le monde tel qu'il est,
la violence urbaine, etc. Bernard Tapie, on va peut-être t'appeler bientôt, tu vois. Hein, tu diras, Bernard Tapie, c'est un peu la justice immanente. Le Pen l'avait prévenu pourtant. Oui, oui, c'est un peu la justice C'est ça, immanente. c'est Bernard complètement Tapie. ça. T'as vu quand il a dit au mec, mais je vous ai aidé quand j'étais ministre, il a dit, va se faire enculer. Eh oui. Ça fait plaisir. C'est ce que j'explique à certains qui sont, tu sais, qui ont pris des lofts à Bagnolet ou à Montreuil. Je dis, tu sais, pour antiraciste, pour être antiraciste, il faut être deux. Il faut que l'autre aussi le soit. C'est quand tu dis au mec, au prédateur, tu sais, du subprolétariat de banlieue, moi je suis pas raciste, il faut que le mec ne le soit pas non plus. C'est Heidegger, ouais. Et il y a un racisme social, t'inquiète pas, une jalousie et un désir de violence qui est évident quand tu vois un bourgeois bobo qui s'est pris une ancienne usine à côté de chez toi où ton père a été mis au chômage pour faire son loft, tu vois, faut pas t'étonner à un moment donné que des mecs viennent y foutre le feu, tu vois ce que je veux dire. C'est pas sympa, mais ça c'est une bonne culture marxiste, une bonne compréhension des relations triangulaires, tu vois ce que je veux dire, te permet d'éviter ce genre de conneries. Moi, je suis pas allé m'installer ni à Montreuil ni à Bagnolet. Hein. Quand j'étais à Paris, j'étais à Saint-Germain-des-Prés, parce que je sais que c'était un quartier sanctuarisé, tu vois ce que je veux dire, hein. C'est clair. Et voilà. Et oui, donc j'ai le respect des marginaux, mais j'estime qu'il doit y avoir une espèce de morale, tu sais, comme on appelait après les beaux voyous, tu sais, et l'idée que dans le milieu, il y a des trucs qui se font pas. Et ben, c'est exactement pareil. Dans le monde de la dissidence, normalement, il y a des trucs qui se font pas. Et moi, il y a des gens qui m'ont fait des trucs qu'ils n'auraient pas dû me faire. Et souvent, en plus, quand les gens m'ont vu agressif avec des mecs, c'est que moi, je n'ai jamais été agressif en premier. C'était toujours une réaction à des attaques. Hein, je ne vais pas reparler de Salim Laïbi. Je me suis toujours défendu contre. Il m'aime bien lui aussi. Je me suis toujours défendu contre des mecs que j'avais aidés, que j'avais soutenu, avec qui on avait eu un moment de fraternité, et qui m'ont poignardé dans le dos. Et ça, je n'aime pas du tout qu'on me poignarde dans le dos. Mais personne... Voilà. Et de toute façon, là où je suis quand même serein, c'est que j'ai tenu la distance, et que je suis là, et que je suis quand même dans la hiérarchie de ce qu'on appelle la dissidence, même si je ne veux plus employer ce mot. Moi, aujourd'hui, je suis un résistant, et un opposant et un résistant. C'est moi qui suis au sommet de la pyramide avec Dieudonné, je veux dire, à tous les niveaux. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aucun Premier ministre ne déclare la guerre à ces gens-là. Alors que moi, il y a des mecs au sommet de la pyramide du pouvoir qui déclarent que leur combat prioritaire, c'est d'envoyer Dieudonné ou Soral en prison. Tu vois ce que je veux dire? Alors, et ça, c'est aussi une hiérarchie qui nous est donnée par le système. Et c'est pas moi qui ai dit je suis au sommet de la pyramide de la résistance. C'est le système qui décrète qu'il faut mettre Soral en prison, alors que ça n'aurait pas venu à l'idée de se poser la question de mettre Conversano ou Laïbi ou Cardet en prison. Et donc, voilà, de ce point de vue-là, si tu veux, j'ai été très agacé sur le moment, et je suis un émotif et je réagis violemment. Et puis j'ai aussi le plaisir de la punchline, on va dire. Je parle même plus de types dont toi qu'on a oublié, comme le Raptor ou des mecs comme ça, tu vois. Parce que les mecs disparaissent en plus. Le nombre de types qui ont prétendu me faire la peau, prendre ma place, me détruire, etc. Ou faire mieux que moi et différemment de moi en me donnant des leçons, et qui ont disparu, et dont j'ai du mal à me souvenir qu'ils ont existé. En réalité, depuis 2004, il y en a eu plein. Je sais pas, je veux même pas me faire l'effort, mais il y en a, si on faisait l'effort de les recenser, je les ai tous aidés au début. Ils ont tous essayé de me faire la peau et ils ont tous disparu. Tu vois, un mec qui était devant une banque en permanence, tu sais, et que j'étais allé aider, j'ai même oublié son nom, tu vois. Voilà, et qui m'ont dit je vais monter un réseau, un site, un business, et je vais te détruire et tu vas disparaître. C'est comme ceux qui appellent au coup d'état, il y en a eu 3 ou 4. Ah bah ça, celui-là. J'ai dit voilà, le problème c'est qu'ils demandent aux mecs d'envoyer le nom, l'adresse. Et après, directement, les RG, ils ont les noms de tous les mecs qui seraient prêts à faire le coup de feu. Et n'oubliez pas que moi, j'ai failli aller en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire que les mecs qui mettent leur nom là, bah, c'est risqué. Je suis jamais tombé dans ce panneau. D'ailleurs, l'année dernière, le ministère de l'Intérieur en France a parlé des survivalistes, d'ailleurs, comme étant en danger, etc. Parce que c'est bien connu qu'en France, il n'y a pas de banlieue qui pose problème, il n'y a pas de truc. C'est quoi? C'est un contre-feu? C'est un tour de passe-passe de précipitation pour attirer l'attention loin des problèmes? Ou tu penses qu'il y a quelque chose qui les gêne dans l'autonomie et la résilience qu'on essaye de promouvoir? Moi, je crois que tout ce qui ne va pas dans le sens du système qui est devenu vraiment dictatorial se prend des petites claques à la mesure de leur dangerosité. Regarde les identitaires qui n'étaient pas grand-chose. Ce qui est incroyable, c'est qu'on pensait qu'on allait plutôt régler la question des migrants, tu vois, alors qu'en réalité, tu as vu, c'est ceux qui ont été dissous, c'est ceux qui essaient d'appliquer la loi française, puisque effectivement, il est conforme à la loi qu'un citoyen français devienne un auxiliaire de police quand il s'agit d'aider à ce qu'on appelle un sans-papier, mais c'est faux, c'est-à-dire c'est un clandestin
à être identifié. Normalement, c'est validé par la loi que d'aider l'État à identifier les clandestins. Tu as le droit d'être un auxiliaire de police dans ces cas-là. Du moment que tu n'exerces pas la violence, mais que tu signales, tu vois ce que je veux dire. Or, les mecs qui ont fait ça se retrouvent dissous par le ministère de l'Intérieur, alors qu'ils demandent l'application de la loi, et que celui qui faisait le passeur, tu as vu, avec le passeur, là, vient en appel d'être, comment dirais-je, relaxé. Donc là, on est dans des aberrations incroyables. Mais je crois que le système qui est inquiet et qui veut se survivre à tout prix est obligé aujourd'hui d'exercer une illégalité, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi ce que je t'explique, quand la bourgeoisie détruit la raison qui était son outil de conquête, là on est un peu pareil. Aujourd'hui, on a mis à la tête de la justice française un Dupond-Moretti, qui s'appelle seulement Dupont, dont j'ai publié un livre sur lui là, par Jacques Thomet, qui est l'avocat des pédophiles, qui est lié au grand banditisme, et qui est là pour empêcher qu'on applique la loi, et qui envoie que des messages favorisant la délinquance, t'as vu. Alors, le message qu'envoie Dupond-Moretti, c'est les délinquants de banlieue peuvent y aller, il n'y a pas de prison ferme pour eux, quoi qu'ils fassent. Quoi. En gros, tu vois. C'est-à-dire que tout est à... On est dans un monde d'inversion totale aujourd'hui. Hein. C'est le monde du Kali Yuga, c'est le monde décrit d'ailleurs par la tradition. On est dans un monde aujourd'hui d'inversion totale des valeurs à tous les niveaux. Et on a un voyou à la justice, on a au ministère de l'Intérieur un mec qui négocie avec des prostituées pour leur effacer leur casier judiciaire. Enfin, tu vois, tout est comme ça. Et on a comme chef de l'État un mythomane qui a épousé sa mère, en gros, tu vois ce que je veux dire, et qui est un traître au capital français en tant que... ça s'appelle le pacte de corruption, ancien employé des Rothschild, et qui a notamment favorisé la liquidation d'un des fleurons de l'ingénierie française, qui est Alstom, au profit d'une société en faillite américaine, comme on avait déjà fait avec la carte à puce, grâce aux frères d'Atali. Rappelle-toi. Voilà. Donc on est quand même... Voilà, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment que la France soit un pays qui atteint un très haut standard à tous les niveaux, pour qu'on puisse continuer à vivre en France avec ce que le peuple français prend dans la gueule de la part de sa puissance étatique, parce que la trahison ne vient pas de l'extérieur, hein, elle vient du sommet de l'État. Et ça, c'est ça qui est à la fois admirable et tragique, c'est qu'on arrive encore à fonctionner en France avec tous les dysfonctionnements organisés par le pouvoir, prouve qu'on avait quand même atteint un très haut niveau, parce qu'on n'est pas encore l'Ouganda. Enfin, je dis ça d'ailleurs, peut-être ça se passe bien en ce moment, mais c'est sûr, c'est qu'on va finir comme l'Ouganda si on ne fait pas une révolution. Et je rappelle d'ailleurs pour ceux qui s'inquiétaient sur Daesh que nous avons inventé quand même la décapitation. C'est ce que je veux dire. La Révolution française, c'est la guillotine. on a inventé ça dans le monde moderne. Daesh n'a fait que nous imiter. C'est vrai. Et malheureusement, on risque d'être obligé à un moment donné, si on ne peut pas en passer par l'intelligence collective, à un moment donné de ressortir la guillotine en France pour sauver la France et le peuple français. Parce que ça va... là, c'est allé, ça va, et c'est déjà allé, et ça va beaucoup trop loin. Rappelle-toi que j'ai écrit en 2002, publié en 2002, un livre qui s'appelle « Jusqu'où va-t-on descendre ?» Et je pensais qu'on avait pratiquement touché le fond. Là, on est en Nouvelle-Zélande, hein. On a traversé la planète. Non, mais je me souviens de t'avoir rencontré la première fois à une conférence que tu donnais à Annemasse. Ouais. Non, Annecy plutôt. Annemasse, ça m'étonnerait. Annecy, oui, Annecy. Ça doit être pour la sortie de ce livre-là. Je connaissais un petit peu, bon, comme beaucoup, on t'a connu chez Mireille Dumas, mais Dumas, Ardisson. Ouais, Mireille Dumas, je me souviens très bien. Evelyne Thomas, Mireille Dumas, Ardisson. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens que j'avais posé une question dans l'audience. Je dit, mais très naïve, évidemment, parce que c'était il y a 20 ans. Comment tu fais pour passer dans les médias? Donc là, on passe plus dans les médias, et bien pire, on nous censure de plus en plus. Alors regarde Tadei qui faisait une bonne émission où il invitait un peu tout le monde et qui laissait les gens parler, l'air de rien. Tu as vu qu'il a été petit à petit, on lui a empêché d'inviter des gens intéressants, donc son émission est devenue de moins en moins intéressante. Après ils l'ont fait sauter sous prétexte qu'elle ne faisait plus d'audience, mais elle ne faisait plus d'audience parce qu'il n'invitait plus que des gens qui disaient la même chose. Et comme c'est pas une ordure, au lieu de finir comme Nolo chez Hanouna pour servir de caution intellectuelle à Hanouna, je sais pas si tu vois le niveau de déchéance pour un mec qui se réclamait au départ de Julien Gracq. Et Tadei, pour ne pas déchoir comme ça, est passé à RT, où il fait des 30 000 vues sur Internet, hein, c'est-à-dire rien, mais en fait c'est mieux que de se retrouver chez Hanouna. C'est mieux que d'être au tapin. Oui, mais il est passé de service public, de la meilleure émission de service public,
qui était devenue, je crois, quotidienne, Ouais, elle était chouette. à RT, c'est-à-dire c'est un youtubeur en fait. Il est devenu youtubeur pour ne... Et c'est pour ça que je ne l'attaque pas d'ailleurs, parce que c'est quand même le... Bon, il ne m'invite pas non plus, hein, d'ailleurs, tu as remarqué que même là-bas, il ne peut pas m'inviter. Mais c'est pas grave, je veux dire, je lui en veux pas. On n'est pas tous obligés d'être héroïques. On n'est pas obligé d'être au front. On n'est pas tous obligés d'être héroïques, mais par contre, il ne faut pas me prendre pour ce que je suis pas. C'est ça que je veux dire. Hein. D'ailleurs, quand ces gens-là, je les rencontre en privé, ils me disent Alain, quel courage. Le respect est unanime, y compris de mes propres adversaires. Hein. Y compris de mes adversaires. Ce que j'espérais à une époque, c'est que les gens comprennent qu'il fallait avoir une espèce d'entente et une stratégie collective où chacun y allait de son côté, et que c'était des chemins qui, tu sais, des parallèles qui donc convergent à l'infini. et ce que j'ai vu, moi, c'est que les mecs, à un moment donné, tu sais, c'est comme une course de moto, le mec te donne un coup de pied pour que tu te casses la gueule, tu vois. Et malheureusement, c'est plutôt ça que j'ai vu, plutôt que nous sommes l'armée de Spartacus, à chacun son secteur, à chacun son ennemi. Et malheureusement, ça c'est là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ben, c'est là où je respecte Céline aussi comme anthropologue. C'est que malheureusement, il ne suffit pas d'être dominé et dans la souffrance et de vouloir s'en sortir pour être un mec moral. Tu vois ce que je veux dire, malheureusement. Cette idée d'ailleurs très marxiste que la souffrance du prolétariat créerait une morale collective, qui créerait une unité de combat collective, etc. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça non plus, tu vois. Voilà. Céline s'est révélée meilleure psychologue de l'humanité souffrante que Marx, qui lui, spéculait, tu vois ce que je veux dire, spéculait sur un avenir. C'est-à-dire, en général, tu mises. C'est aussi un siècle plus tard. Oui, et puis à un moment donné, tu mises, c'est de l'espoir. C'est pas l'espoir. Tu dis, on va tenter quelque chose. Quand tu tentes quelque chose, tu laisses un peu de côté les aspects négatifs et tu joues sur les aspects positifs. Ce que moi j'ai fait avec la dissidence. Il y a quelqu'un qui disait le marxisme est un espoir savant. C'est-à-dire que c'est d'abord un espoir, tu vois. Si tu te dis, les mecs qui disent il n'y a rien à faire, tout est foutu, c'est genre là, mais d'ailleurs la phrase de Maurras qui dit le désespoir en politique est une bêtise sans nom, puisque la politique c'est le lieu même de l'espoir. Tu vois ce que je veux dire ? Si tout est foutu, tu rentres chez toi, tu fermes ta gueule. Et si tu fais du Sioran, tu vois, mais Sioran a d'abord été roumain garde de fer, tu vois, ça a d'abord été l'extrême droite roumaine. Après, il a passé son temps à pleurnicher à Saint-Germain-des-Prés parce qu'il y avait des mecs qui voulaient lui faire la peau parce qu'il avait été quand même pro-nazi et fasciste, tu vois, faut pas oublier, tu vois. Et moi, je respecte Sioran, mais c'est une esthétique de la défaite pour essayer de dire, un peu comme Céline après 45, quand il revient, c'est la crotte au cul avec ses chiens, quand même pour se faire pardonner, bagatelle, tu vois, qu'on dise, je suis inoffensif, ne me massacrez pas, tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi, qu'à un moment donné, ils n'ont pas trop le choix, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils survivent. Parce qu'à un moment donné, il y a l'assassinat au bout, il ne faut pas oublier. Oui. De Noël, lui, il est mort, tu vois ce que je veux dire. Et il y a eu l'épuration, tu vois ce qu'il ne faut pas oublier. Donc à un moment donné, je ne reproche pas à certains mecs de plus faire les matamores, parce qu'effectivement, il faut se faire un peu oublier, il faut se faire passer pour plus fragile qu'on est, essayer d'écrire un peu en contrebande. Toute l'œuvre finale de Céline est pour montrer, en fait, quand tu la lis bien, Rigaudon d'un château l'autre, que le peuple martyr de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le peuple allemand. C'est ça le contenu subversif du livre. Mais il faut la jouer très très fine, en se disant à la fin, et puis on a déjà perdu, mais les Chinois nous vengeront. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça la fin de Céline. Parce que ça reste un génie de la sociologie politique par le roman. Hein, voilà. Mais bon, je ne demande pas aux gens de jouer les surhommes. Il n'y a pas de surhomme déjà. Il y a Nietzsche qui est arrivé de ça. Tu vois. C'est un rêve d'adolescent. Il y a chez Nietzsche aussi un truc qu'il ne faut pas oublier. C'est un éternel adolescent. Et puis c'est un malade. C'est un malade et un éternel adolescent. Il n'a jamais atteint l'âge adulte. Il n'est jamais devenu adulte. Il n'a pas de marié, pas d'enfant, pas de travail. C'est un étudiant génial et précoce. Et son œuvre est écrite entre 25 et 35 ans. Hein. Si tu regardes bien, c'est très jeune, comme un musicien, tu vois. C'est un livre par an. Et puis après, il a des problèmes, c'est qu'il a le cerveau atteint sans doute par la syphilis et qu'il commence à devenir dingue, il ne faut pas oublier. Ah non, aller au bordel à cette époque-là, c'était pas une bonne idée. C'est là où il jouait du piano. C'était pour jouer du piano aussi, mais il chopait l'âge tout. Tu vois. Ok, alors, il y en a marre des Arabes. Il faut faire gaffe avec mes jambes, il faut que je m'échauffe d'abord. Mais moi, tu vois, c'est avancer, bien là, bloquer, remiser. Et après, quand tu vieillis, comme tu as moins d'élasticité, c'est travailler court et sec, tu vois. Alors là, tu as la tempe, là, tu as le foie. Là, je vais te faire mal à la main, c'est l'hypercute. Comme ça, mais c'est faux, c'est prendre le menton. Tu peux aussi rentrer le coude, tu vois. Donc tu peux le rentrer comme ça, tu peux le rentrer comme ça, tu peux le rentrer comme ça. Et puis aussi, tu as le genou. Donc là, c'est le principe de ça, là, comme ça. C'est moi mon truc. Ah non, mais
On le sent, hein. En tout cas, pour 62 ans et Ah demi, oui, oui, je frappe. c'est pas mal. Je frappe. Non, mais moi, Donc, c'est tout à fait évident que de prétendre qu'un livre de philosophie, parce qu'un livre de philosophie peut être lu par la ménagère de moins de 50 ans sans apprentissage, sans médiation, c'est lui mentir. évidemment. En revanche, tu peux lire mes abécédaires, qui sont quand même des textes. Ouais, ils sont chouettes. Voilà, Ils sont encore actuels. l'introduction à ce livre de fond, c'est mes autres livres. D'abord, il y a mes romans même, tu vois. N'oublie pas que j'ai écrit Misère du désir, qui est un essai roman, Chute, qui est un roman. Qui parle, tout ça parle toujours un peu de la même chose. Les abécédaires qui introduisent à Ouais, une pensée sont bien. dialectique par des textes courts avec des sujets précis. Et d'ailleurs, j'ai déjà prévu, si j'ai le courage, je continue à prendre des notes sur ce livre, c'est-à-dire que je tire sur des fils, tu sais, à chaque paragraphe, tu peux remettre un paragraphe de plus, tu vois. Et ça, je vais le faire sous forme d'abécédaire dans un autre livre, parce que comme je me serais tapé le livre le plus chiant, c'est-à-dire le livre structuré, Bien les sûr. commentaires sur ce livre qui Ah vont oui, un abécédaire qui vont- rigolo, ça se vendrait bien. et qui sera en plus les paragraphes complémentaires qu'il n'y a pas eu dans ce livre et qu'il y aurait pu avoir, tu vois. Puis au pire, tu demandes à quelqu'un de compiler tes notes. Non, mais je vais le Ça faire. le Moi, faire. je prends des notes sur un cahier tous les jours. Après, ça fait des textes courts, un peu aphoristiques, un peu à la Ouais. Nietzsche, tu vois, Ouais. avec un peu une petite dimension un peu magique, tu sais. Et ça, je m'autoriserai à le faire parce que j'ai fait comprendre l'Empire et comprendre l'époque. Tu vois ce que je veux dire, une fois Ouais. que tu as fait ça, tu peux faire ça. Moi, ce que je reproche, pas à Nietzsche, mais aux Nietzschéens, Ouais. c'est qu'ils bouffent de l'aphorisme du Ainsi parle Zarathustra, Non, mais mais qu'ils ont ni les Nietzsche, socratiques, ni les Nietzsche, c'est présocratiques, compliqué, ni hein. machin, ni truc. moi, tu je me vois. suis tapé tous ces livres 3 fois avant de devoir dire je commence à piger. Puis il est paradoxal, Nietzsche, parce que d'un côté, Bah, parce tu que vois, c'est pas un penseur à système. Donc, Voilà. en fait, il fait de l'ironie sur les systèmes des autres. Mais C'est ça. lui-même n'a pas, C'est n'a ça. pas de pensée cohérente C'est ça. en réalité. parce qu'il attaque beaucoup dans le Gai Savoir et les autres, et les suivants, jusqu'à l'Antéchrist, la religion catholique, comme pensée d'esclave, machin, tout ça. Mais en même temps, il n'a pas cette critique fine de la bourgeoisie, parce qu'il se serait rendu compte que. Alors, et d'ailleurs, il critique la fin à la fin, il regrette la fin du christianisme et la fin des religions, parce qu'il se dit que ça va être le chaos, et il a raison. En revanche, il critique pas la pensée bourgeoise comme tu la critiques Mais là. n'oublie pas que Nietzsche, contrairement à Marx, qui s'intéresse d'abord en tant que journaliste à la souffrance du monde ouvrier et qui étudie le mensonge bourgeois qui est la souffrance du prolétariat. Il Ouais. fait ce travail. Alors qu'au départ, il a une formation de philosophe, Ouais. comme Nietzsche. Nietzsche, c'est un professeur de philologie qui est malade Ouais. et qui Ouais. est en disponibilité permanente et qui n'a jamais été confronté au monde du travail. Il est dans les livres, tu vois, totalement. Et donc, cette histoire du mouvement ouvrier et les catégories qu'a produit la mutation du capitalisme, ça lui échappe totalement. Ouais. C'est pour ça que lui est sur des catégories dionysisme, Ouais. apollinisme. Puis c'est il y a 130 ans quand même. Dionysisme, On a- Non, mais il le passe monde totalement est- à le monde a côté bougé. de la bourgeoisie comme structure par les rapports de production. Et c'est pour ça que lui, il est dans des formes platoniciennes, tu vois, on va dire platoniciennes, apollinisme, dionysisme. Alors évidemment, ça correspond à quelque chose et c'est pas faux. Mais en fait, ce qui lui manque à Nietzsche, quelque part, c'est de comprendre le monde du travail. Or, tu verras que le concept de travail qui est central chez Marx, et qui en fait qui est central dans l'histoire humaine, hein, c'est la production, y compris même C'est la clair. production d'idées. C'est clair. Trouve-moi la notion de travail chez Nietzsche. Non, mais il était Voilà. pas. Et moi, j'aime bien C'est un Nietzsche. génie, mais c'était pas. J'aime bien Nietzsche comme une cerise sur un gâteau, C'est c'est ce ça. que je veux dire. C'est ça. Parce qu'il y a de l'ironie, il y a de l'intuition, il y a des trucs géniaux, il y a des formulations géniales, mais il n'a pas, fondamentalement, il n'a pas vraiment compris l'époque dans laquelle il est, parce que pour la comprendre, il faut être impliqué dans le travail, soit comme patron, soit comme travailleur, et de comprendre ce qu'on appelle la réification, Ouais. c'est-à-dire la vente de sa force de travail sur le marché, que l'homme devient marchandise, Non, etc. Lui, il était financé par son amante, donc. Oui, Voilà. mais Ça, il pouvait pas je te comprendre, dis, c'est sûr. il n'est pas question de ne pas lire Nietzsche, mais il est très dangereux aujourd'hui pour un bourgeois de droite revanchard de commencer par Nietzsche et de penser que Nietzsche est une arme de combat efficace. Non. C'est plutôt un masque, tu vois, ça devient un masque. C'est un bon truc pour du développement personnel. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, à Nietzsche, c'est muscu et Nietzsche, quoi, tu vois. Oui, mais c'est Julien Rochdy, il fait un bon boulot, mais Ouais, mais ça c'est pas suffisant, il faut aller plus à un loin. moment donné, il faut que le bourgeois comprenne qui il est, d'où il vient, et pour comprendre ses forces et ses fragilités. Allez, on a- Parce que le problème, à un moment donné, c'est que tu mets Nietzsche en avant pour nous vendre finalement Éric Zemmour à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Tu as réhabilité une bourgeoisie de droite assez Ouais. arrogante. On aurait pu parler d'ailleurs de ça. En fait, bah si, finalement, tu en as parlé. Tu fracasses bien le monde bourgeois. Je vais le faire lire à ma fille qui est dans sa phase marxisto. Je veux dire, lis le monde bourgeois avant de. Parce qu'elle dit, ah, les bourgeois, machin. Ouais, mais
critique juste au moins. Non, puis je veux dire, on peut pas dire, ah, les bourgeois, c'est pas bien. Il faut comprendre, d'ailleurs, ce que j'explique dans le livre, tu as vu, je dis, la bourgeoisie est une vision du monde. Et une vision du monde, c'est une technique, une éthique et une esthétique qui ont un rapport de cohérence ensemble. Donc, le bourgeois, il a pris le pouvoir sur le monde par sa pertinence et sa domination du réel. Hein. C'est la maîtrise de la technique, et notamment la maîtrise de l'outil mathématique appliqué à tout. Et il y a une épopée bourgeoise que tu retrouves d'ailleurs de façon critique ou apologétique dans le roman. Mhm. Le roman. Et ça, c'est pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Ça produit une énorme montée en puissance Puis c'est sur historique. le plan de la production, mais ça produit aussi des dégâts sur le plan de la morale, sur le plan de la Puis violence. c'est etc. presque une inévitabilité historique que Oui, la classe bourgeoise on ne peut se pas crée. dire je suis pour ou contre, c'est comme dire je suis pour ou contre la gravité, je suis pour ou contre la Lune, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'est-ce qu'a apporté la bourgeoisie dans l'histoire de l'humanité, et quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, et comment dépasser les contradictions de la bourgeoisie en maintenant ses acquis, tu vois ce que je veux dire. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de progrès de la médecine à un moment donné, tu vois, avec la montée de l'espérance de vie. Puis à un moment donné, il y a la médecine de guerre, il y a le complexe pharmacochimique, il y a la médecine qui devient un élément de la finance et qui se retourne contre elle-même, tu vois ce que je veux dire. Et là, on est dans une période où la médecine n'est plus, comment dirais-je, la science de la santé, mais l'industrie du médicament à tout prix, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a une inversion. Et c'est ça qu'il faut voir. Alors, c'est pas dire il faut revenir se soigner comme les Indiens, ou non, parce qu'à un moment donné, eux, ils ont une espérance de vie de 36 ans. Il ne faut quand même pas oublier. Donc, moi, je ne suis pas dans ce genre de conneries. Mais je suis toujours d'ailleurs analyser des processus historiques avec des concepts qui sont ambivalents et qui, à un moment donné, leur face négative, prend le dessus sur leur face positive. Tu sais, ce qu'on appelle la montée. C'est-à-dire, moi, je vois bien la montée de la bourgeoisie, qui est sa période, je dirais, de génie, tu vois. Et puis à un moment donné, il y a sa période de pouvoir, et puis il y a sa période de décadence. Tu vois, on est sur une courbe de Gauss, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, c'est évident qu'on a une période de décadence de la bourgeoisie. Elle ne se comprend plus elle-même. Elle est basée. Je dis d'ailleurs elle sape ses propres fondements. La bourgeoisie est la classe de la raison, qui aujourd'hui, pour se maintenir, est obligée d'en passer par la destruction de la raison. Tu vois. Et d'ailleurs, les élites bourgeoises sont totalement décadentes aujourd'hui. Les rois de la finance ne maîtrisent pas leur propre discipline. C'est devenu une religion pour eux, tu vois. À la limite, les mecs de la bourgeoisie qui méritent d'être respectés, c'est les mecs qui ont fait l'aqueduc de Millau, tu vois. C'est des mecs qui ont fait le ponts et chaussées. Or, qui aujourd'hui valorise des ingénieurs des ponts et chaussées? On te valorise des chanteurs, on va dire, des moralistes qui sont des faux philosophes, et des escrocs. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Alors qu'en réalité, le génie bourgeois, il existe, mais il existe dans l'architecture, il existe dans la physique et la microphysique, il existe, tu vois, évidemment. Mais ces gens-là ne sont pas valorisés, tu vois. Ils ont même du mal, d'ailleurs, à continuer à avancer, tu vois. On le voit bien. Et c'est là où, effectivement, on doit avoir des approches fines et complexes des sujets. Et c'est jamais oui-non. Tu vois, quand je lis des commentaires sur mon propre site, la loi morale de... Parce que je te parle d'un truc, mec, il me dit, la loi morale de Kant, c'est des conneries. Je dis, pauvre petit merdeux. Kant est un des plus grands philosophes de l'histoire de la philosophie. C'est en plus le philosophe de la bourgeoisie de l'ascendance. C'est-à-dire, parce qu'il y a la bourgeoisie de l'ascendance, la bourgeoisie du pouvoir et la bourgeoisie de la décadence. Hein. Comme toujours, la Grèce a 3 époques aussi. Hein. La mythologie, la tragédie et la philosophie. Ça correspond à ces 3 périodes. Conquête, doute, constat d'effondrement. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois toujours qu'il y a 3 formes d'expression intellectuelle et artistique qui correspondent en fait aux 3 âges d'une civilisation. Là, tu peux coupler Spengler avec... tu vois ce que je veux dire? L'intérêt de penser, c'est de créer des médiations et de voir que des auteurs sont intelligents parce que tu peux les articuler avec d'autres auteurs. Et souvent, Spengler est beaucoup plus intelligent quand tu le couples avec quelque chose que quand tu le prends tout seul. Parce que quand tu le prends tout seul, il y a un vrai problème. C'est qui est ce qu'on appelle le saut analogique. C'est que une civilisation n'est pas un animal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu dis oui, il a une naissance, un âge mûr et il meurt comme le chien, tu dis bah, c'est bien gentil, mais à un moment donné, il manque des médiations. Tu vois, c'est sûr. C'est une métaphore. Une métaphore n'est pas une démonstration. Tu vois ce que je veux dire? Alors, première question qui va couper un peu sur la chose, mais quoique. Tu parlais tout à l'heure du virus et la peur qui a permis aux politiques actuelles de se mettre en place, et on verra bien jusqu'à quand. Mon prochain bouquin, il est sur comment on gère ses propres peurs et la peur en général, et donc
Euh, je veux avoir ton avis, je l'utiliserai peut-être pas pour cette vidéo-ci, mais peut-être ce sera autre chose. Comment parce que tu as subi des procès, des attaques physiques, etc. Il y a un moment où Oui, mais ça, nous, on l'explique avec fait et documents, parce qu'on a quand même tout ce travail-là avec Xavier. C'est que le passeport vaccinal est programmé par l'Union européenne bien avant cette histoire de pandémie. C'est-à-dire que c'est là où tu vois qu'il y a un complot d'une certaine manière, puisque quand le médicament existe avant le virus, c'est quand même, tu vois, la hiérarchie causale, c'est quand même le meilleur moyen de démontrer qu'il y a un truc qui ne va pas, tu vois. Or, tout a été prévu déjà, tu vois. Et puis d'un seul coup, arrive le virus. Puis là, aujourd'hui, depuis la nuit des temps, on est baigné par les virus. Il faut oublier, on est comme des poissons dans l'eau. Et puis aujourd'hui, c'est comme si on avait donné à tout le monde une paire de jumelles grossissantes et qu'on voit en permanence les microbes, les bactéries et les virus. À ce moment-là, c'est un monde effrayant. Mais en réalité, c'est un monde effrayant parce qu'on met le focus sur quelque chose qui a toujours existé. Or, le remède au virus comme aux bactéries et comme aux microbes, Claude Bernard l'a déjà dit en réponse à Pasteur, c'est une bonne santé, les défenses immunitaires. C'est comme... alors que là, on est dans une vision hygiéniste qu'il faudrait nettoyer la terre des virus comme on nettoie une salle de bain en carrelage avec de l'eau de javel. Or, il y a beaucoup plus de virus que nous, ils étaient là avant nous et ils seront après nous, et ils sont inoffensifs ou agressifs en fonction de ton système immunitaire que tu dois donc booster. Et pour le booster, il faut être en bonne santé, il faut prendre le soleil, il faut faire du sport. Et il ne faut pas être stressé. Oui, bien sûr. Donc tu vois que tout ce qui a été fait, comme l'a bien dit Perron, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? En fait, ce n'est pas des erreurs, c'est qu'ils ont balancé un virus, à mon avis, qui est un virus de synthèse, qui s'est révélé beaucoup moins létal que ce qu'ils pensaient, parce que le corps est bien fait. Et après, il a fallu, par un commentaire médiatique et une stratégie anti-médicale, rendre cette pandémie crédible en termes de, je dirais en termes de même pas de mort, parce qu'il n'y a pas tellement de morts, mais de contaminés. Donc ils ont mis en place tout un système pour que les gens soient malades au maximum. Plus en plus, appelé Covid, tout ce qui ne l'était pas forcément, puisqu'en fait, après, c'est les grippes, les pneumonies, les machins, ils ont tout mis sur le Covid. Exactement comme en Afrique, ils avaient tout mis sur le sida. Tu vois très bien que... Là, on tourne déjà là? Ouais. Oui, mais je ne suis pas obligé de garder. Hein. Là, non, monsieur. Parce qu'en réalité, tu vois que c'est les mêmes qui sont derrière le Covid que derrière le sida, et ils ont appliqué les mêmes méthodes. C'est-à-dire une appellation globale dans laquelle tu mets des trucs qui n'ont rien à voir, mais du coup, ça crée un effet, si tu veux, de force, tu vois. Parce que dans le sida, ils avaient mis aussi bien les maladies d'homosexuels militants de New York et de Los Angeles que les maladies de la misère africaine, qui n'ont strictement rien à voir. Puisque c'est des syndromes, tu sais, le sida n'est pas une maladie, c'est un syndrome d'immunité déficiente. Et en fait, ce qu'ils appellent sida en Afrique n'a rien à voir avec ce qu'ils appellent sida, qui a disparu d'ailleurs, qui était le sarcome de Kaposi, à cause du poppers, mais ça crée, si tu veux, un effet, avec le SIDAction, machin, etc., où les gens ont l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est jeté sur l'humanité, qui est nouveau, qui est monstrueux, et le Covid, c'est le même principe, par les mêmes, et comme par hasard, au moment où il fallait renouveler un certain bail de crédit, de pognon, puisque en fait, comme par hasard, tu vois que Fauci et sa bande ont chopé d'énormes crédits au départ pour essayer de trouver un vaccin au cancer, où ils pensaient qu'il y avait une origine virale du cancer. Comme c'est tombé à l'eau parce que c'était une mauvaise piste, ils ont renouvelé les crédits avec la recherche du vaccin contre le virus du sida, qui peut être un rétrovirus. Tu as vu, c'est des virus mutants. C'est toujours pareil. Comme c'est complètement aberrant, le virus, il intègre toutes les aberrations de la pseudo-recherche, donc il devient mutant, rétro, il apparaît, il disparaît, tu vois. Je dis à Pierrot, ils ont voulu copier le modèle informatique des antivirus. Oui. Tu prends le premier shoot et après ça, tu t'abonnes aux mises à Et jour. tout ça, nous, on l'a sorti vraiment de A à Z. Et au moment où comment dirais-je, le sida s'épuise, parce qu'il n'y a pas de mortalité du sida, ça ne se transmet pas dans les couples, les prostituées ne l'ont pas, enfin, il y a un certain nombre de faits concrets qui fait qu'on a du mal à croire et que le pognon rentre moins, et bien d'un seul coup, ils sont passés sur le Covid. Et tu vois que c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes. Fauci, en France, c'est Lévy, tu vois, etc. Et puis le rôle de l'Institut Pasteur, qui sont quand même les mecs qui ont lancé le principe du vaccin. Ils sont du réputés vaccin. dans le monde. Hein, Oui. Et puis, C'est quand même incroyable que l'Institut Pasteur n'ait pas réussi à sortir quand même un non, mais je pense que c'est un partage des... C'est un partage des tâches, c'est qu'on leur a dit, vous n'y touchez pas, tu vois ce que je veux dire, c'est comme ça. À mon avis, dans
dans les hautes réunions, ils se sont dit bon, on se partage entre trois trucs. C'est pour ça qu'ils veulent pas du truc de Poutine. Poutine a dit vous voulez jouer, je joue aussi. Il a fait son vaccin à lui, Sputnik. Et mais tu as vu que les Occidentaux te disent non, c'est pas un bon vaccin, faut pas l'acheter. Et tu vois bien que. Et maintenant, ils te disent faut combiner le Pfizer et le AstraZeneca. Ils ont changé le nom de l'AstraZeneca tellement il a mauvaise réputation. Enfin, tu vois qu'on est que dans du marketing, du business. Et puis surtout, là, tu vois que la stratégie, là, on va en parler plus profondément, c'est que l'idée maintenant que tu dois te vacciner et te revacciner tous les 6 mois, en gros, et que tu verses une rente qui est la même stratégie de la part des financiers que le réchauffement climatique avec la taxe carbone, c'est-à-dire que tu payes un impôt sur l'air que tu respires, et maintenant tu payes en permanence un renouvellement de vaccins pour soi-disant ne pas être atteint par ces virus qui seraient devenus monstrueux, comme s'il y avait eu un changement radical sur la planète, tu vois, dans le rapport homme-virus. L'idéal, c'est de reculer. Oui, c'est un... Voilà. Aspire. Sauf si tu flingues le client, quoi. Si Non, mais ce qui est à mon avis encore plus vicieux, c'est comme cette pandémie n'existe pas vraiment, c'est le vaccin qui l'a fait exister. Parce que tu vois que là, il y a des vraies théories sur que ça vient du militaire, et qu'en fait, le vaccin est un cheval de Troie qui te crée un trou dans tes défenses immunitaires, pour qu'après, quand tu balances un virus de synthèse, tu sais exactement qui va tomber malade, tu vois, et qui ne va pas tomber malade. Et ça vient... ça, j'ai mes sources, hein, que c'est les conséquences qu'ils ont tirées de la guerre bactériologique, notamment en Iran-Irak. C'est-à-dire que quand tu balances du virus, ça se balade partout et tu le reprends dans la gueule. Donc ce qu'il faut créer, c'est d'abord un trou dans les défenses immunitaires d'une population choisie, parce qu'après, tu sais que tu balances un virus précis qui est exactement... C'est le principe du virus et de l'antivirus de chez Microsoft, tu vois. C'est ça. Et donc en fait, ces vaccins récurrents sont en fait... pour te rendre fragile par rapport à un virus de synthèse qu'ils vont balancer, tu vois, comme ça, tu as une population captive, tu vois, une population captive au niveau de sa fragilité immunitaire. Donc en fait, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a tous les variants, on te dit, c'est-à-dire quand ils te disent le vaccin favorise les variants, favorise les mutations, ne te protège pas contre ceci, contre cela, bon, et tu te demandes pourquoi être vacciné, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, ils additionnent un tel truc, et je pense que dans cette histoire, c'est comme le vaccin précède le virus, tu vois ce que je veux dire, c'est ça l'idée. C'est des couples, tu vois, exactement comme chez Microsoft. On sait très bien quand même, ils payent des hackers, tu sais, pour créer des virus, pour pouvoir vendre de l'antivirus. Tu te rappelles Charlie Chaplin, le kid, il a envoyé son gamin casser des vitres, et lui, Oui, c'est quoi, c'est ça? Oui. Bah, en fait, quand tu veux comprendre comment marche l'oligarchie, tu regardes comment fonctionne la mafia. Et c'est pas que l'oligarchie fonctionne comme la mafia, c'est que la mafia, c'est des gens du sous-prolétariat qui appliquent avec leur virilité et leur cruauté les méthodes que l'élite mondiale applique, elle, par les lois, les réseaux d'influence, etc. Tu vois. Mais c'est le principe du pompier pyromane, le racketteur vient de protéger contre lui-même, tu vois. Et là, c'est pareil, tu vois. Donc c'est tout ça, quoi.